Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'évolution humaine et pour vous parler des mauvaises interprétations des vulgarisateurs scientifiques ou des journalistes scientifiques qui ne comprennent pas la portée de certaines études réalisées particulièrement à Harvard sur des gènes entraînant la modification de la structure du bassin humain et facilitant la bipédie. Alors, malheureusement, nos journalistes de Science et Vie ne comprennent pas les principes évolutifs et orientent les gens vers une compréhension complètement faussée de la façon dont l'homme s'est redressé, de la façon dont l'évolution se passe et la sélection naturelle s'opère. Alors je vais vous lire l'article pour que vous compreniez un peu où est le problème et je vais vous expliquer après comment s'est réellement passé ce redressement qui est quelque chose de relativement simple en vérité que nous avons sous les yeux et qui ne demande pas à proprement parler à la base de mutations, même si ce redressement humain, donc cette bipédie totale, va ensuite enclencher la sélection de mutations, facilitant cette bipédie qui, elle-même, devient, même sans mutation, plus facile pour pouvoir survivre, apporte plus d'avantages pour pouvoir survivre, même si elle n'a pas encore enclenché de bipédie qu'une quadripédie et un arboricolisme quadrupède au sol. Alors je vous lis l'article de Science et Vie. Alors c'est les journalistes de vulgarisation scientifique qui sont pas forcément très bons et qui ne comprennent pas vraiment les études et la portée des études. Alors le titre s'appelle « Comment l'humain s'est levé et a marché, les deux mutations clés de notre évolution découvertes à Harvard ». Alors il n'y a pas deux mutations clés de notre évolution, vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup plus. On n'est pas à deux mutations qui vous permettent d'être un homme, il y en a énormément qui ont été fondamentales à la survie et au développement de l'humanité. Alors, bien avant la naissance des signaux moléculaires orchestrent le développement asymétrique du bassin humain. Ce processus singulier, absent chez d'autres primates, révèle comment l'évolution a programmé dès l'embryon les conditions de notre verticalité. Parmi les innombrables variations qui distinguent l'espèce humaine, la posture verticale occupe une place centrale. Elle transforme notre rapport au monde, modifie l'usage de nos mains, influence jusqu'à notre manière de naître. Mais cette révolution anatomique ne tient pas au hasard. L'évolution du bassin humain, fruit de mutations rares survenues avant même la naissance, a redessiné en profondeur notre architecture corporelle. Une formation osseuse hors norme parmi les mammifères. Chez la plupart des vertébrés, les os se forment à partir d'un cartilage dont la croissance suit l'axe du squelette. Le bassin des primates, haut et étroit, obéit à ce schéma classique. Rien ne prédestinait l'humain à en dévier. Et pourtant, vers la 7e semaine de développement embryonnaire, quelque chose change. L'ilion, ce grand os latéral du bassin, pivote de 90 degrés. Son axe de croissance n'est plus vertical, mais horizontal, c'est-à-dire que les singes ont un bassin qui pousse vers l'arrière et l'homme il va pousser sur les côtés, donnant ce forme de bassine que les grands singes, que les autres primates, grands primates, n'ont pas. Nous sommes primates, nous sommes des primates. Ce basculement, alors ça libère aussi la taille chez l'homme, alors ce basculement spectaculaire entraîne un élargissement de la ceinture pelvienne, le bassin devient court et large, ça forme une cuvette, de cuvette se dessine. Les chercheurs ont observé cette transformation grâce à l'imagerie 3D et à l'histologie des tissus fœtaux humains. Ils ont comparé ces données à celles de plus de 18 espèces de primates et de rongeurs. Seul l'embryon humain montre cette réorientation du cartilage qui fait pousser les os dans une direction nouvelle. Cette étape marque la première des deux innovations évolutives identifiées et publiées par Nature en août 2025. Donc c'est récent. L'évolution, intéressant comme recherche, l'évolution du bassin humain a ouvert la voie à de nouvelles pressions sélectives. Ce premier changement n'aurait pas suffi sans une seconde singularité tout aussi décisive. Alors c'est pas
l'évolution du bassin qui a ouvert la voie à de nouvelles pressions sélectives, c'est la bipédie qui a ouvert la voie à de nouvelles pressions sélectives qui ont sélectionné des gènes modifiant le bassin et facilitant la bipédie. Donc vous voyez, si on prend le truc à l'envers, les gens n'ont pas compris, ils sont encore dans un système complètement débile de non-compréhension des principes évolutifs. Dans l'embryon humain, l'ossification du bassin, c'est-à-dire le remplacement du cartilage par l'os, survient tardivement, à la différence des autres os du squelette et des bassins de primates. L'ilion humain reste longtemps cartilagineux. Cette ossification périphérique retardée de 16 semaines permet à la structure de croître sans perdre sa forme élargie. C'est ici qu'interviennent plusieurs réseaux génétiques spécifiques à notre espèce, le gène SOX9, PTH1R et RUNX2, orchestrent la transformation du cartilage en os. Leur activité coordonnée et localisée influence la forme finale du bassin. Chez certains patients atteints de mutations sur SOX9, comme ceux souffrant de dysplasie campomélique, l'ilion reste étroit et droit, une preuve clinique de l'importance de ce réseau. Alors, je cherche encore. Alors, le rôle fondamental de ces gènes dans la morphogénèse pelvienne a été confirmé par l'équipe de Harvard, dirigée par Terence Capellini, à travers une approche multiomique intégrant transcriptonique spatiale, analyse cellulaire et zone accélérée du génome humain. Donc ils ont observé, ils ont étudié les gènes pour voir quels gènes permettaient justement le développement de ce bassin particulier et à quel moment ça s'activait ou ça s'inhibait. L'étude, au niveau de la croissance osseuse, l'étude parue dans The Harvard Gazette a mis en lumière une ossification singulière portant du bord postérieur de l'os vers l'avant en contournant la zone centrale. Ce schéma inédit retarde l'invasion du cartilage interne par les vaisseaux et permet une croissance latérale du bassin, clé de la posture debout. Alors, c'est pas la clé de la posture debout, c'est ce qui facilite les déplacements debout et qui optimise les déplacements debout, puisqu'on peut très bien marcher debout quand on est un gros primate comme les gorilles ou les chimpanzés. Les orang-outans ont beaucoup plus de problèmes pour le faire. Ils sont un peu graciles sur leurs patounes, et ils ont les mains qui traînent par terre. Ils sont pas très musculaires sur les membres inférieurs, donc eux vont avoir des problèmes. Alors, je termine. Ce que notre posture debout doit à ces mutations rares mais décisives. Grâce à ce double décalage, le pivotement du cartilage suivi d'un retard d'ossification, le bassin humain acquiert une forme idéale pour soutenir le poids du corps et la position verticale, mais cette transformation va bien au-delà de la locomotion. Elle conditionne l'équilibre du tronc, libère les mains pour manipuler des outils. Alors elle n'a rien à voir, elle ne te libère pas les mains pour manipuler les outils, au contraire, mais ça n'a rien à voir. Porter des enfants ou créer des objets. Elle modifie aussi les contraintes liées à l'accouchement. Alors oui, ces mutations modifient les contraintes liées à l'accouchement, mais en rien elles vont avoir une importance sur le maniement des objets. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à comprendre. En élargissant le canal pelvien, cette structure permet le passage de nouveau-nés dotés d'un cerveau volumineux. L'étude souligne à quel point ces deux étapes évolutives ont non seulement permis la bipédie, mais aussi accompagné l'essor cognitif de l'espèce humaine. Alors, elles n'ont absolument pas permis la bipédie, elles ont simplement optimisé la bipédie qui n'a pas besoin de mutation pour arriver et pour créer les premières bipédies. Alors, il n'y a pas de mutation qui entraîne une bipédie. Alors, il y a des individus, alors on va vous expliquer quand même comment ça fonctionne et comment la sélection naturelle fonctionne, parce que malheureusement, on a à Harvard des chercheurs qui font des bonnes études, qui sont des études factuelles, qui expliquent les mutations qui entraînent des modifications du bassin, mais en rien, ils ont dit que c'était ces mutations qui avaient généré la bipédie. Ils vous expliquent simplement que ce sont des mutations qui facilitent la bipédie, le passage du bébé, et la démarche bipède. Mais la bipédie humaine, on va dire ce qui fait l'homme, la bipédie, et la bipédie de nos ancêtres qui étaient des ancêtres arboricoles à tendance quadrupède, est arrivée d'une façon
classique sans avoir forcément de mutation, puisque quand on est dans un milieu forestier riche, on mange beaucoup et on a un poids assez élevé. Ayant un poids assez élevé, on continue à grimper aux arbres pour manger, comme les chimpanzés ou les gorilles. N'oublions pas que notre ancêtre commun aux chimpanzés, c'est 6 millions d'années à peu près, plus ou moins, un peu plus pour les gorilles. Donc on a un ancêtre commun qui était assez proche des chimpanzés actuels, bien que différent, puisque tout le monde continue à évoluer. Et les singes arboricoles d'un certain poids, donc les grands primates, comme nous, mais nous on n'est plus arboricoles, sont assez lourds, donc ils ont des grands bras, ils grimpent aux arbres, mais ils ont un système d'attache avec des fléchisseurs des doigts très courts, ce qui permet, quand tu étends la main, tu tends les doigts là, quand tu étends la main, tu les mets en crochet, donc tu peux plus... quand tu marches sur la paume des mains, tu ne peux plus refermer, tu peux étendre les doigts, tu ne peux les étendre que quand la main est fléchie, donc parce que les tendons sont très courts, mais c'est un système qui permet aux poids lourds de grimper sans risque de tomber, puisqu'à ce moment-là, quand ils étendront la main pour prendre une branche, les doigts se mettront automatiquement en crochet, n'ayant pas besoin de contraction musculaire intense. Alors ils ont quand même des gros avant-bras, nos amis les singes, pour pouvoir se maintenir. C'est une sécurité qui est chez les singes, mais qui les oblige à marcher sur les phalanges, comme vous voyez les singes. Donc il les met déjà en position partiellement redressée, ce qui facilite les redressements. Ils sont justement par cette main, ils marchent sur le bout des phalanges avec cette grande main et ces grands doigts, puisque les doigts, quand c'est tendu, sont fléchis. Ils ne peuvent plus marcher comme les petits singes, qui eux n'ont pas besoin de ce système de crochet, puisqu'ils sont assez légers pour compenser par des muscles volumineux et pas des crochets. Vous imaginez la vitesse d'un chimpanzé dans les arbres, avec son poids important, qui va de branche en branche. Il n'a pas son crochet, il lâche la branche et il tombe. C'est un crochet automatique, c'est pas que musculaire. Donc ce système permet déjà le redressement, donc ce sont des singes lourds, donc qui mangent beaucoup, donc ils sont déjà redressés. Il suffit qu'un singe dans un groupe se redresse quand il est jeune parce qu'il est un peu mieux conformé, et à ce moment-là, il va étendre ses articulations, modifier son rachis, et malgré son bassin, qui est encore un bassin qui n'a pas eu ces mutations que Harvard a trouvé, à expliquer, mais on les comprend, il y a une mutation. Eux, simplement, ont décrit les gènes qui entraînaient cette mutation et quand arrivait cette mutation au niveau du développement embryonnaire. Donc, à ce moment-là, le singe, notre ancêtre commun, va se redresser, modifier l'articulation de son genou, étendre son pied et se retrouver comme un gros primate de la taille d'un chimpanzé, debout, pas parce qu'il a une mutation, mais parce qu'il en aura pris l'habitude, et il va déformer son rachis, et un petit rachis qui est protégé dans ses grandes iliaques, qui ne sont pas sur le côté comme nous, comme vous expliquez dans l'article de Science et Vie, ou de Harvard, en vérité la Gazette d'Harvard, mais qui sont verticales et derrière, et qui empêchent la taille de bouger. En plus, ils ont un gros ventre pour bouffer des végétaux, donc avec une fermentation bactérienne dans un gros côlon énorme qui empêche les rotations de taille et une bonne bipédie qui va compenser par une rotation de taille les avancées des pattes en position bipède. Quand on est à quatre pattes, on a un gros bide pour fermenter les végétaux, on est végétarien en partie, et notre bide, nos intestins, notre gros côlon repose dans notre hamac qui est la sangle abdominale, et on a une énorme sangle abdominale, et là on a un bassin qui va s'élargir pour maintenir cette sangle abdominale, ce gros système digestif, et pas uniquement pour faire passer les bébés, parce que à cette époque, le système digestif est très gros et les crânes des bébés sont encore petits et il va pas y avoir de problème de passage. Alors ils ont fait des études des australopithèques où il y avait un peu de problème, mais c'était déjà avancé. Mais les ancêtres communs, eux, ne vont pas du tout avoir de problème de passage. Et l'élargissement du bassin va surtout avoir un avantage, avec ces mutations, pour pouvoir mettre dans ce bassin élargi tout un système digestif de végétarien. Donc c'est ce que les mecs ne comprennent pas, parce qu'il faut faire de la biomécanique et il faut connaître l'anatomie des primates, ce que les journalistes ne connaissent pas. Et par contre, c'est très intéressant, Harvard, lui, nos étudiants et nos labos, eux, font des études sur les gènes et sur le développement embryonnaire, et ils n'ont pas tiré de conclusions. C'est les conclusions ont été tirées par nos journalistes. C'était un peu ridicule. Donc, c'est intéressant de comprendre que la bipédie, elle est culturelle. Il suffit qu'il y en ait un qui se redresse dans un groupe, et ensuite, ces petits,
à ce moment-là, limiteront. Et comme ils vont limiter petits, au lieu de rester quadrupèdes et arboricoles, et se levant un peu de temps en temps, comme font les chimpanzés et les gorilles, ils marcheront comme leur papa ou leur maman qui aura été le premier à se mettre tout le temps debout, par mode et facilité, peut-être sa morphologie était un peu différente, mais c'était pas forcément des gènes qui modifient le bassin, et, des gens un peu plus courts, des gènes accélérant ou inhibant la croissance osseuse. Donc à ce moment-là, il va y avoir des groupes entiers qui vont se mettre à marcher debout sans avoir de mutation particulière, mais cette bipédie qui va peut-être commencer en forêt a d'énormes avantages puisqu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs en forêt, et puis on peut facilement monter aux arbres en cas de problème. Ça a des avantages pour tenir des bâtons, ramasser des objets des noix, ou une petite proie quelconque qu'on a chapardée quelque part, ou qu'on a tuée, la ramener au camp, tirer quelques branches. Donc ça a des avantages, voire un peu loin par-dessus les feuillages, qui ne sont pas, qui sont plutôt des avantages qui vont donner justement sur ce groupe un avantage sur les autres groupes, alors pas tout de suite, c'est d'abord en forêt. Et bien sûr, quand il va y avoir le passage de nos ancêtres de la forêt à la savane, cette position bipède qui était culturelle, va continuer, et à ce moment-là, il va y avoir une accentuation de la pression sélective sur les gènes, facilitant cette bipédie qui était au départ culturelle. Alors cette bipédie culturelle, on peut rigoler, mais elle est déjà chez l'homme, puisque nos petits, s'ils n'ont pas de modèle humain adulte, restent en permanence à quatre pattes, et marchent à quatre pattes, et n'ont pas l'idée de se redresser, allant jusqu'à se faire des déformations des doigts. La bipédie humaine est réellement une bipédie qui est à la base d'ordre culturel et qui devient ensuite génétique, c'est-à-dire ça enclenche une pression sélective qui va modifier le bassin, les pieds, les genoux, le rachis et le corps entier pour faciliter cette bipédie qui déjà sans être génétique apportait beaucoup dans la possibilité de porter des objets, de ramener des fruits vers les arbres où l'on est, de ramener à des copines ou à des copains pour faciliter les interactions sociales, voire de porter quelques bâtons pour pouvoir taper quand on a des problèmes avec des groupes de pré-humains ou proches des chimpanzés qui viennent vous emmerder et qui sont peut-être encore quadrupèdes et arboricoles, alors que le groupe qui sera devenu culturellement bipède, lui, aura un avantage certain en pouvant taper facilement. Donc c'est intéressant de le comprendre. Et c'est là, à ce moment-là, quand ça rentre en savane, que la bipédie devient quelque chose d'essentiel à la survie des individus, puisque c'est en savane où on prend de la hauteur, on peut voir un peu plus loin en étant bipède, il y a changement climatique, poussée, peut-être conflit territorial, démographie, conflit démographique avec un groupe qui prend le territoire d'un autre, qui pousse un autre en savane, on ne sait pas, mais en tout cas il y a changement, puis assèchement un peu, réduction des forêts, agrandissement de la savane, donc on se retrouve avec des milieux qui changent, où on est expulsé de son milieu, et à ce moment-là on se retrouve en savane, et là, pouf, c'est la sélection naturelle qui enclenche la pression sélective et la sélection de tous ces gènes que Harvard étudie actuellement et qui ne sont pas des gènes qui ont permis la bipédie, mais des gènes qui ont facilité cette bipédie. Donc c'est intéressant de comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et la façon dont nous nous sommes développés, la façon dont nous sommes devenus humains. Et c'est très intéressant. Alors pendant très longtemps, nos ancêtres ont continué à se réfugier dans les arbres, ils continuaient à grimper et en ayant une très bonne bipédie. J'ai reconstitué récemment un ancêtre humain, un australopithèque, alors c'est Sediba, c'est ou un cousin, ou notre ancêtre direct, en tout cas c'est un australopithèque tardif qui est vraiment une étape de transition entre les australopithèques déjà bipèdes et arboricoles,
et les hommes, les Homo habilis, qui seront des bipèdes totaux qui ne monteront plus dans les arbres, sauf des fois pour regarder un peu au loin, mais ça ne sera pas leur mode de vie. Alors que chez les australopithèques, on conserve encore une capacité à grimper avec des épaules costauds, des bras de chimpanzé, et bien sûr, on est bipède, on a ce bassin élargi qui ne permet pas de bien courir et qui ne permet pas non plus d'avoir une marche. Alors ce bassin, c'est des jambes verticales, il y a une belle verticalité, des belles jambes presque humaines, mais des pieds qui n'ont pas encore une voûte plantaire très marquée, et même s'ils n'ont plus d'orteils opposables, qui ont une capacité d'enserrer les branches. Donc on est bipède, mais on ne peut pas rebondir sur sa voûte plantaire et sur son triceps sural, c'est-à-dire long tendon d'Achille, comme les hommes ont, pour pouvoir avoir une marche économique. Non, ils ont un bassin très bien fait pour la marche, des jambes verticales très bien fait pour la marche, mais bien sûr, ils n'ont pas ces mollets très tendineux et cette voûte plantaire marquée, qui leur permet d'avoir encore plus de capacité de marche et d'économie. Mais ils grimpent aux arbres, marchent relativement bien et peuvent tenir des objets dans les mains parce qu'ils continuent à grimper, mais leur main s'est modifiée, elle n'est plus en crochet, ils tombent plus souvent, ils se blessent et ils meurent en tombant, mais ils peuvent se réfugier dans les arbres quand un fauve arrive, même si les risques de chute sont plus fréquents, mais leurs mains, à ce moment-là, ont les doigts qui vont rétrécir, les pouces qui vont s'allonger, permettant une fermeture du poing, tout en grimpant, donc très puissant dans la traction. Il n'y a qu'à voir leurs attaches musculaires, c'est fabuleux. Je vais vous faire une petite vidéo sur la longue portion du triceps, chez les australopithèques, chez les chimpanzés et chez les hommes. Et vous allez voir que c'est un muscle qui se maintient énorme chez les australopithèques, très proche de celui du chimpanzé, qui disparaît en volume, en attache sur la scapula, sur l'omoplate, chez l'homme. Mais c'est très intéressant de le comprendre. Mais par contre, nos ancêtres, à ce moment-là, se sont mis à taper violemment avec des bâtons en ayant cette fermeture du poing qui permettait non pas de donner des coups de poing facial, puisque leur morphologie de l'épaule n'était pas faite pour ça, ils grimpaient encore, mais pour taper verticalement avec des bâtons, ce qui en faisait des petits primates très musclés, 1m50, 1m40, mais comme des chimpanzés, donc extrêmement dangereux, mais tapant monstrueusement fort, ce qui leur a permis, même si ce n'étaient pas des chasseurs, d'être des récupérateurs de proies, tués par d'autres prédateurs, qu'ils effrayaient avec leurs bâtons et leurs cris, jusqu'à devenir eux-mêmes, par cette habituation à la marche et cette sélection, on va dire, génétique, permettant ensuite de marcher et ensuite de courir, avec une modification du bassin à ce moment-là vers l'arrière, avec un os iliaque qui non plus se met sur le latéralement, comme on a vu sur ces mutations, mais en plus passe vers l'arrière, pour y en créer un gros fessier permettant de faire l'extension arrière de la jambe, donc la propulsion pendant la course et une modification des membres inférieurs qui ne sont plus à ce moment-là faits pour grimper, puisqu'on perd notre aptitude à grimper, et on prend à la place des grandes aptitudes à pouvoir marcher économiquement, rebondir sur nos tendons, le tendon du triceps sural, tendon d'Achille, tendon des muscles de la jambe, et les ischios qui vont devenir beaucoup plus tendineux, et un fessier qui va devenir globuleux, s'attachant sur un os iliaque qui va partir vers l'arrière, comme un fessier humain, très court, mais permettant à ce moment-là de piquer des sprints, de courir jusqu'à la proie ou jusqu'à l'arbre pour fuir un fauve, mais on grimpe moins quand même, mais qui va nous sauver en nous permettant de fuir rapidement un danger ou d'attaquer rapidement une proie. Voilà, donc toute cette bipédie, elle n'est pas enclenchée par des gènes qui génèrent la bipédie, mais la bipédie va enclencher la sélection de gènes qui vont faciliter et optimiser cette bipédie. Ce que n'ont pas compris ces chercheurs. Alors si ça vous intéresse, vous avez l'éveil des consciences, qui est un livre exceptionnel où je parle de ça sur, 250 pages au départ, où tout est expliqué en long, en large, en travers, toutes les modifications humaines, les singes, les hommes, voilà, vous avez les ancêtres communs, tout est fait, les systèmes digestifs qui se modifient, voilà, la façon de grimper, la façon de lancer, les modifications, vous avez tout qui est expliqué là-dedans. Alors bon, c'est les 200 premières pages, après je parle d'autres sujets,
Hein, et vous avez 200 premières pages, et vous avez bien sûr un livre qui fait 700 pages, et qui vous permettra de ne pas être trop con, et de ne pas vous faire avoir, non pas par les recherches d'Harvard, qui sont excellentes, mais par les conneries des journalistes qui ne comprennent pas les recherches d'Harvard. Alors, les Harvard, je vous conseille d'aller suivre les recherches d'Harvard et les recherches des étudiants d'Harvard, qui pour moi sont, et l'école, en tout cas, ils sont les labos qui sortent en primatologie, je trouve, énormément d'études très intéressantes, hein, et malheureusement mal compris par nos journalistes de Science et Vie vulgarisateurs qui n'ont pas compris les principes évolutifs. Et on trouve pourtant énormément de bonnes chaînes, hein, pour tout vous expliquer, hein, les chaînes de Harvard, hein, particulièrement des étudiants avec leurs petites vidéos sur la primatologie et sur l'évolution humaine, sont comme ça les mecs, donc je vous les conseille. Hein. Et autrement, si vous êtes francophone, vous avez les chaînes du Collège de France, hein, avec les chaînes en génétique, ou les chaînes en paléontologie du Collège de France, qui sont excellentes la plupart du temps, hein, et qui vous sont offerts gratuitement pour une fois que nos impôts sont utilisés, hein, d'une façon intéressante et mieux que pour financer des émissions comme les dragues, les émissions de concours de drague trans de l'été qui sont complètement débiles. Allez plutôt voir les émissions du Collège de France, hein, qui permettent à des chercheurs de s'exprimer et à nos impôts d'être bien utilisés. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.